Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « TikTok, faut-il s'en méfier ?» Il est ainsi chapeauté. À l'échelle mondiale, TikTok, lancé en 2017, a déjà grimpé au 5e rang des plus grands réseaux sociaux avec 1,7 milliard d'usagers réguliers. Ce succès fulgurant a eu au fait d'exciter les fantasmes sur ce réseau prisé des 13-24 ans, qui célébrerait la frivolité et les apparences au prix de l'addiction et de la dépression. Mais, écrit Julien Bisson dans son éditorial, le vrai péril de TikTok en réalité est ailleurs, comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat, qui s'est penchée au printemps dernier sur la plateforme fondée à Pékin. Il tient davantage dans sa capacité à récolter massivement des données et à manipuler l'information, que ce soit par la censure ou au contraire par la promotion de contenus favorables aux ambitions géopolitiques chinoises. Nous mettrons en ligne mercredi dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, le 3e entretien avec Laurent de Wild, pianiste de jazz et auteur d'une biographie de Thelonious Monk et d'un livre, Les Fous du son, sur l'histoire de la musique électronique et de ses inventeurs. Dimanche prochain, 24 décembre, nous rediffuserons une conversation avec Jacques Semelin, historien et politologue, à qui Simone Veil demanda un jour de 2008 « Comment se fait-il que tant de Juifs aient pu survivre en France malgré le gouvernement de Vichy et les nazis ?» C'est à la découverte de cette exception française et de ses véritables raisons que nous sommes allés avec Nicolas Bavrez, Isabelle de Gaulmin et Marc-Olivier Padis. Le dimanche suivant, nous mettrons en ligne pour le dernier jour de cette année du 60e anniversaire de l'assassinat de John Kennedy, une conversation avec deux excellents connaisseurs du dossier, François Dufour et François Carlier. Au-delà du point sur l'état des connaissances de ce qui s'est passé le 22 novembre 1963, ce sera aussi l'occasion de développer quelques réflexions sur le complotisme et sur l'attirance qu'il peut exercer. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 7 janvier à l'école alsacienne. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Et enfin, il reste 15 jours en comptant aujourd'hui, pendant lesquels vos contributions à notre podcast sont défiscalisées à hauteur de 66% pour l'année 2023. Elles sont essentielles et je remercie celles et ceux qui l'ont compris et dont les dons nous arrivent ces jours-ci. Premier des deux sujets que nous avons prévu d'aborder, le Conseil européen devant les tribulations de l'Ukraine. Le Conseil européen, qui a réuni jeudi et vendredi les chefs d'État et de gouvernement des 27 à Bruxelles, devait prendre une décision historique, celle d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Il devait aussi avaliser un soutien de 50 milliards d'euros pour la période 2024-2027, afin de démontrer à Vladimir Poutine que les Européens sont prêts à soutenir ce pays dans la durée. Mais le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a bloqué une des deux décisions, deux décisions pour lesquelles l'unanimité est requise, celle du soutien de 50 milliards d'euros, et s'est abstenu pour la question de l'adhésion avec l'Ukraine. En Europe comme aux États-Unis, le soutien financier à l'Ukraine ne va plus de soi. Quand en juin 2022, les 27 ont décidé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat, il était convenu que Kiev remplisse 7 conditions avant l'ouverture des négociations, et parmi celles-ci, le respect des droits des minorités qui ont été mis à mal en Ukraine par une législation contestée. Viktor Orban est particulièrement sensible à ce que l'Ukraine rétablisse les droits de la minorité hongroise de Transcarpathie. L'Ukraine doit faire face à des tensions avec d'autres pays, notamment avec la Pologne, pourtant soutien de la première heure. Varsovie accuse Kiev de concurrence déloyale dans les secteurs céréaliers et routiers, si bien qu'elle n'assure plus que les livraisons d'armes convenues antérieurement.
Le prochain gouvernement pro-européen qui doit entrer en fonction la semaine prochaine pourrait changer la donne. En Slovaquie, au contraire, le nouveau Premier ministre Robert Fico a bloqué début novembre une importante livraison d'armes programmée par l'exécutif précédent. Aux Pays-Bas, la formation d'extrême droite de Geert Wilders a remporté les élections législatives fin novembre et parmi les mesures prévues dans son programme, l'interruption des livraisons d'armes à l'Ukraine. Selon un sondage du Conseil européen pour les relations internationales dans 6 États membres de l'Union, l'Allemagne, la France, le Danemark, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche, un grand nombre de citoyens pensent que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne nuirait à la sécurité de l'Europe, en moyenne 45%, plus qu'elle ne la renforcerait, en moyenne 25%. Interrogés sur l'impact sur leur propre pays, seuls 15% des Français et 20% des Allemands s'attendent à ce que la sécurité de leur pays soit renforcée par une telle adhésion. Il n'y a qu'en Pologne que les opinions positives l'emportent nettement. Si au Danemark et en Pologne, près de la moitié de la population soutient l'adhésion de l'Ukraine, à l'inverse, en Autriche, seuls 28% des citoyens y sont favorables, tandis que 52% y sont opposés. Mais dans la plupart des pays, 20 à 40% des personnes interrogées n'ont pas d'opinion ou sont indifférentes à la perspective de l'adhésion de l'Ukraine et de l'élargissement en général. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, pour l'Ukraine, d'abord, c'est un hiver de tous les dangers qui s'annoncent parce qu'il y a, d'une part, la stagnation sur le terrain militaire, voire un début de défaite, entre guillemets, sur le terrain militaire. Il y a la concurrence de la guerre entre Israël et le Hamas qui détourne un peu l'attention du conflit ukrainien. Il y a, comme vous l'avez dit, la fatigue relative quand même, il ne faut pas exagérer, des opinions publiques sur le soutien à l'Ukraine et il y a les divisions des Européens. Et donc, je crois qu'on est dans un moment extrêmement difficile. Du côté européen, du Conseil européen, pratiquement maintenant tous les mois ou tous les 6 mois, on aura un Conseil européen historique, entre guillemets, parce que les décisions que doivent prendre les Européens sont effectivement des décisions majeures. Entre parenthèses, avant de commencer, je passe mon temps souvent dans cette émission à critiquer la Hongrie et à dire à quel point c'est inadmissible, impossible que la Hongrie soit en présidence de l'Union européenne au 1er juillet 2024. Si elle est en présidence de l'Union européenne, M. Orban arrêtera purement et simplement l'aide à l'Ukraine et donc soit on termine la guerre avant, soit on enlève la Hongrie de la présidence. Je ferme la parenthèse. Mais je voudrais revenir à ce Conseil européen qui avait effectivement 2 grands enjeux, l'aide à l'Ukraine et l'élargissement. Alors je voudrais un peu détailler la question de l'aide, et en particulier de l'aide militaire, parce que c'est quand même, à mon avis, le cœur de la guerre. Le cœur de la guerre, c'est moins l'argent aujourd'hui que les armes, les combattants même, bientôt. Or, quand on regarde la question de l'aide militaire, on a quand même des raisons de s'inquiéter. Premièrement, le Congrès américain bloque une aide à la fois pour Israël et pour l'Ukraine en demandant à Joe Biden de construire un mur pour régler le problème de l'immigration. Mais on voit à quel point la relation transatlantique est perverse dans cette affaire, c'est-à-dire moins les Américains donnent, et on sait qu'avec la perspective de Trump, on a des vraies inquiétudes à avoir sur le soutien américain à l'Ukraine, moins les Américains sont présents, moins les Européens le sont. Autrement dit, on aurait pu penser une relation transatlantique saine dans laquelle les Européens prennent le relais d'une défaillance américaine, qu'on peut aussi comprendre parce qu'ils ont Israël sur le dos, etc. Mais c'est absolument l'inverse. Donc ça, c'est une première raison d'inquiétude. Les Européens font exactement comme les Américains, mais surtout pas, ne prennent pas le relais. Deuxième raison d'inquiétude, qui est très peu connue, mais je trouve que c'est très important à dire, c'est la question des munitions. Zelensky dit qu'ils ont besoin de millions de munitions et l'Union européenne s'est engagée à fournir 1 million de munitions d'ici le printemps 24. Pour ce faire, la Commission européenne, donc, et notamment notre commissaire à la défense, Thierry Breton, a imaginé, que je ne vais pas détailler, une procédure extrêmement complexe mais très efficace de soutien aux industries de défense européennes qui leur ont effectivement permis d'augmenter de 25% la production de munitions en Europe. Or,
Ces entreprises qui ont 25% de munitions en plus, mais ne le donnent pas à l'Ukraine, le vendent sur les marchés extérieurs qui leur rapportent de l'argent. Autrement dit, pour que ça marche, il faudrait que les États membres achètent les munitions et les donnent à l'Ukraine. Mais comme les États ne font rien, les entreprises privées sont des entreprises privées, elles gagnent leur argent ailleurs. Donc l'Ukraine, Borrell considère que 40% des munitions n'ira pas à l'Ukraine, ira dans les marchés extérieurs plus lucratifs. Je trouve que on est là devant une aberration. Troisièmement, sur l'aide militaire, et en particulier l'aide financière militaire, qui tourne à peu près aujourd'hui autour de 20 milliards d'euros, ça passe non pas par le budget européen, mais par un mécanisme particulier qu'on a créé, qui est purement intergouvernemental, qui est la Facilité européenne pour la paix. C'est un budget intergouvernemental, et donc la règle dans l'Union européenne, c'est qu'un budget intergouvernemental, chaque État met au prorata de son PIB. Donc l'Allemagne se trouve à mettre 25% à chaque fois de la Facilité européenne pour la paix. Borrell a proposé 20 milliards pour l'année prochaine. Les Allemands disent, écoutez, c'est beaucoup, 25% pour nous. Et surtout, les Allemands qui soutiennent vraiment l'Ukraine, on n'a pas de doute à avoir là-dessus, disent, nous, on préfère le faire en national. Et donc, pour des raisons de prestige ou d'image de l'Allemagne vient de décider de doubler sa contribution militaire à l'Ukraine de 4 à 8 milliards d'euros, sans abonder à la Facilité pour la paix, parce que ça ne lui rapporte rien. Et donc, ça, je trouve que c'est un point très important il faut se rendre compte que les Ukrainiens risquent de perdre cette guerre. D'abord, ils n'ont pas de munitions. Ensuite, ils ont de moins en moins d'hommes, parce que la démographie est ce qu'elle est en Ukraine. Et donc, bientôt, ils nous demanderont pas seulement des munitions, mais peut-être des hommes, des soldats. Et ça, je trouve que les Européens n'en prennent pas assez la mesure. Deuxième point sur l'élargissement, qui était effectivement l'autre grand sujet de ce Conseil européen. Donc je trouve que la décision est raisonnable. On ouvre les négociations, mais on fait d'abord une conférence intergouvernementale au mois de mars, si j'ai bien compris, et ensuite on prendra le temps nécessaire pour mener ces négociations dans les règles de l'art européen. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que même si tout le monde critique Orban, et moi la première, il dit des choses qui ne sont pas absurdes. Et il dit notamment que l'élargissement de l'Union européenne sans modification des traités, sans préparation de l'Union européenne à un pays qui est majoritairement agricole, va causer des problèmes à l'intérieur, et notamment à la Pologne et la Hongrie. J'ai pris l'exemple de la politique agricole commune. Le budget de la PAC pour les 7 ans qui viennent, c'est 264 milliards d'euros. Là-dessus, la France est le premier récipiendaire, c'est ça, et elle touche à peu près 70 milliards, et la Pologne 35 milliards. La Hongrie touche 6% de son PIB en fonds structurels. Mais si l'Ukraine rentrait dans l'Union avant 7 ans, avec 41 millions d'hectares cultivables, l'Ukraine aurait 90 milliards de fonds de la politique agricole commune. Et donc, on peut comprendre qu'un certain nombre de pays soient inquiets de voir qu'on risque de prendre une décision politique sans aménager le budget, sans aménager les réformes. Et encore une fois, je ne défends pas la Hongrie, mais la Hongrie est aujourd'hui, encore une fois, non pas le premier, mais un grand récipiendaire des fonds structurels, des fonds de cohésion, 6% de son PIB. Et donc tout ça montre que, effectivement, moi je suis très favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, mais qu'il faut vraiment regarder dans le détail. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je trouve qu'il ne faut quand même pas se faire trop peur sur les tribulations de l'Ukraine. Notamment, je suis frappé par l'utilisation des chiffres. Au fond, c'est comme le kiliogone chez Descartes. On peut se représenter des polygones à 6 côtés, à 8 côtés, mais pas à 1000 côtés. Et donc, dès qu'on utilise les milliards, on est, au fond, tétanisé. Écoutez, c'est 50 milliards, c'est 0,25% du PIB de l'Union européenne. C'est franchement, pour un effort de sécurité collective, parce qu'il y a évidemment une dimension éthique de défendre la juste cause de l'Ukraine, mais il y a quand même aussi un sujet sécuritaire de l'Europe. C'est franchement, par rapport à la dépense militaire qui, à l'évidence, en termes de réarmement et autres, va atteindre en Europe forcément plus de 2% du PIB, c'est 50 milliards de soutien économique. Et du point de vue militaire, 20 milliards.
20 milliards, on est à 0,1%. Et s'il fallait remplacer les États-Unis, pas de raison non plus qu'on passe à zéro parce que M. Trump serait élu, et qu'il fallut mettre 40 ou 50 milliards, on est en train de parler de 0,1, entre 0,1 et 0,3 des ressources de l'Union européenne. Alors que tout le monde est au clair sur le fait que, avec la situation au Moyen-Orient, la situation au Caucase, la situation que crée la Russie, on est bien obligé d'avoir un effort de défense qui soit plus élevé. Et donc, ce sont des chiffres raisonnables. Alors, Nicole disait 6% de PIB de la Hongrie, et ce qui vient de se passer, me semble-t-il, c'est une partie de poker de Viktor Orban très réussie. Oui. C'est-à-dire, il a réussi à obtenir, quelques jours avant le sommet, qu'on dégèle 10 milliards. Bon, 10 milliards, c'est 2,5% du PIB de la Hongrie. C'est quand même un transfert considérable. On ferait ça pour les pays en développement, ça changerait la face du monde. Bon, mais là, c'est... Et au fond, il a répondu avec un demi-succès pour l'Union européenne en ne faisant pas veto contre l'ouverture des négociations. Mais il reste à débloquer une douzaine de milliards. Et c'est-à-dire un transfert dans les mois qui viennent. C'est considérable. C'est très rare qu'un État reçoive ce que la Hongrie reçoit. Et donc, manifestement, là où il a bloqué les concours de 50 milliards et de 20 milliards, on va acheter en réalité à la Hongrie, par un transfert exceptionnel, la deuxième tranche. Bon. Moi, je trouve que le président Zelensky est allé à Buenos Aires, c'était quand même assez singulier, à la prestation de serment du président Milei, essentiellement pour rencontrer Viktor Orban, si j'ai bien compris, qui était lui-même à Buenos Aires. D'autre part, il y a une chose qui est rassérénante un peu, c'est que apparemment le dîner du président Macron avec M. Orban, quelques jours avant le sommet, 7 décembre, a été plutôt utile. Un tête-à-tête dans lequel, au fond, on a eu l'impression que c'était un peu une étape diplomatique pour assouplir la position hongroise ou faire un trade-off, faire une négociation quasi marchande avec la Hongrie. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se hystériser les questions sur le coût du soutien. On a plutôt, et c'est ce que disait Nicole sur les industries d'armement, on a plutôt une question si les États-Unis devaient faire défaut à l'Ukraine, des capacités militaires et industrielles de l'Europe. Franchement, 50 milliards de soutien, 20 milliards de soutien plus spécifiquement militaire, ça c'est tout à fait à la portée de l'Union européenne. En revanche, est-ce qu'on a la faculté de faire 1 million d'obus d'ici mars ? C'est pas certain. Mais surtout, est-ce qu'on a la possibilité de mettre des Rafales ou d'autres types d'avions militaires à la disposition de l'Ukraine, alors que toute l'Europe, hors la France, achète des F-35 américains, qui sont des objets connectés. Et si M. Trump veut laisser à terre les armées de l'air de l'Europe, c'est quelque chose qui se fait techniquement très facilement. Donc, je trouve que pour la diplomatie française, c'est quand même très intéressant de voir qu'elle est pionnière sur l'idée de la souveraineté, de l'Europe de la défense, et que ça risque de devenir extrêmement actuel à partir de la fin de l'année 2024, l'inauguration du président Trump, si ça se produit, en début 2025. Mais il y a vraiment un sujet dont l'Ukraine est le test et qui doit être réussi comme test. Akram Belkaïd. Alors, 2 points. Le premier concernant la situation sur le terrain, la situation militaire. Une des choses qui revient le plus dans les commentaires, notamment quand on voit les parlementaires américains prendre la parole, justifier le blocage de l'aide, mais aussi quand on lit la presse américaine, les longs articles aujourd'hui qui commencent à être publiés, on se rend compte qu'il y a vraiment un doute sur la capacité de l'Ukraine à l'emporter. C'est de plus en plus récurrent. On est passé de
d'articles qui étaient plutôt volontaristes, plutôt d'analyse, plutôt volontaristes, plutôt en disant ils ont la capacité de résister, de renvoyer les troupes russes aux frontières légales, internationales. Là, aujourd'hui, le doute est là. Et ce doute-là, il me fait penser à une espèce d'exigence de résultats que, plus ou moins explicite, plus ou moins implicite, qu'énoncent les bailleurs de fonds à l'égard des Ukrainiens. Et visiblement, c'est un des sujets sur lesquels on ne s'étend pas beaucoup officiellement, mais que c'est un sujet qui revient dans les entretiens entre les uns et les autres sur l'absence notable de progrès sur le terrain. Et les interrogations sur la capacité de l'armée ukrainienne à la fois encaisser une nouvelle offensive russe, mais aussi à regagner des positions qui pourraient peut-être demain enclencher un autre type de mécanisme qui pourrait conduire à des négociations. Et ça, je pense que c'est vraiment très important dans le contexte actuel, parce que toutes ces interrogations autour de l'aide, ça contribue à interroger finalement l'efficacité des troupes ukrainiennes. Et je suis assez sensible à ce qu'a dit Nicole sur la question des hommes, du renouvellement. Enfin, on voit beaucoup de choses passer sur la fatigue des troupes au front, sur l'incapacité à renouveler, à faire tourner les régiments, mais aussi au fait qu'on a tout de même quelques soucis aussi, ça a été dit ici et là par de corruption, de gens qui échappent à la guerre, qui payent pour ne pas être mobilisés. Et donc, l'Ukraine est aujourd'hui tout de même dans une position assez inconfortable sur ce plan-là. En tout cas, Zelensky a du mal à être... à communiquer, je dirais, son énergie, son appel à la solidarité. Donc ça, c'est pour... Et je pense tout de même que la perspective de voir M. Trump revenir au pouvoir est tout de même assez importante dans ce jeu-là, parce que lui a clairement dit, enfin, il est anti... il a clairement dit qu'il chercherait un deal, hein, c'est ses mots. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne perspective pour l'Ukraine, sachant que M. Biden aujourd'hui a fort à faire pour ne serait-ce que garder sa base électorale, notamment pour ce qui concerne la question de ce qui se passe à Gaza. Le deuxième point, on aime bien dans la presse les commémorations, les anniversaires. Au printemps prochain, je pense qu'on aura une émission sur le bilan de 2 décennies d'élargissement. Je vous rappelle qu'en 2004, nous avions eu un grand élargissement avec d'énormes débats, beaucoup de débats, des pour, des contre, des gens qui ensuite... il y a eu un effet cliquet, parce qu'en France, on a eu le débat sur l'élargissement, et puis tout de suite après, on a eu le fameux vote sur le traité constitutionnel européen. Moi, je m'interroge aujourd'hui sur le fait que tous ces processus d'élargissement qui continuent, alors c'est l'Ukraine, c'est la Moldavie, mais c'est aussi les Balkans, et cette idée qu'il faut que ça continue sans qu'on prenne le risque d'interroger les populations, sans qu'on s'arrête un moment en disant aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Je rappelle que en 2004, beaucoup de nombre de dirigeants européens ont promis qu'il y aurait des référendums préalables à tout élargissement de l'Union européenne. Tout ça semble aujourd'hui oublié, mais je crains, pour ma part, vu le contexte actuel... On a modifié la Constitution pour l'éviter. Je le sais parce que j'ai beaucoup contribué. Voilà. Et je crains pour ma part que cette question d'une espèce alors peut-être que les gens seront contents d'accueillir l'Ukraine dans l'Union européenne, moi j'en doute. En tout cas, vu le contexte actuel. Mais néanmoins, ne négligeons pas l'effet, je dirais, délétère qu'auront les élargissements à venir sur des populations qui sont de plus en plus rétives et de plus en plus méfiantes à l'égard de ce processus d'élargissement de l'Union européenne. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je dois dire que je suis assez consterné par ce qui s'est passé jeudi, vendredi dans cette affaire. D'abord, je crois qu'il faut s'interroger sur le fonctionnement des institutions européennes. Il y a 2 choses qui me paraissent quand même dominer, c'est le mépris absolu que l'ensemble du Conseil européen marque pour les bases de respect de l'état de droit,
de leur union. Nicole l'avait dit en disant c'est quand même inadmissible qu'on ne réagisse pas au fait que la Hongrie, qui présente vraiment de très grandes anomalies par rapport aux exigences de la vie démocratique, puisse présider le Conseil européen. Et là, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit oui. Ils respectent pas, mais ils ont fait un petit effort. Je discutais jeudi soir sur une chaîne de télévision avec notre ami Jacques Rupnik, et il disait on sait très bien ce que sont que ces réformes faussement, ces fausses réformes d'Orban. La Hongrie n'est pas une démocratie. C'est tout, il suffit d'y aller. Moi, j'y suis allé au moment de la réélection d'Orban. J'ai vu l'adversaire d'Orban, il m'a dit je fais aujourd'hui, c'est 2 mois avant, jeu égal avec Orban dans les sondages, mais rassurez-vous, je ne serai plus du tout dans la course dans 2 mois. Je n'ai aucun moyen de faire campagne. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le droit d'afficher, je n'ai pas le droit de faire des réunions, je n'ai aucun accès à aucun média, ni audio, ni visuel, ni écrit. Je n'existe pas. Et même Orban dit que je ne suis même pas le candidat, il fait campagne contre quelqu'un d'autre, qui est l'ancien candidat, qui est très discrédité. C'est lui mon adversaire. Donc on est la démocratie illibérale, ça n'existe pas. C'est un oxymore absolu. Bon, alors on accepte ça, et qu'est-ce qu'on fait ? On dit, bon, d'accord, comme seconde chose, la majorité, le refus de la majorité qualifiée. On a un système qui fonctionne à l'unanimité. Moi, j'ai croisé le fer avec mes collègues du RN l'autre jour, dans un débat sur l'Europe, et ils défendaient l'unanimité au nom de la souveraineté nationale. Je leur dis, mais de quoi parlez-vous ? L'unanimité aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à un État de 9 millions d'habitants d'empêcher 450 millions d'Européens de faire ce qu'ils ont envie de faire, et notamment de paralyser l'effort que nous ne faisons pas, l'effort souverain, donc de la France pour aider l'Ukraine. Nous sommes dans une situation d'antidémocratie absolue, où une toute petite minorité a le pouvoir, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, les Hongrois ont le pouvoir de bloquer 450 millions. Et face à cela, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on va acheter. On va acheter, d'accord, on a Orban, on va l'acheter, on lui donne 10 milliards, et puis on verra. Et ça, c'est d'abord. Alors, je crois que là, nous payons une espèce d'indifférence. C'est bien que nous autres, je parle des gens comme moi qui ont été des militants européens, on a bassiné l'atmosphère, si je puis dire, en parlant d'institutions, ce qui emmerde tout le monde, il faut reconnaître. Mais malgré tout, le système européen, depuis Jean Monnet, est un système qui repose sur des institutions organisées pour que on respecte les autres et que on empêche le blocage. C'est les 2 principes. Et ça, on ne l'a pas défendu. On a laissé les Polonais dire n'importe quoi. Heureusement qu'ils ont eux-mêmes réagi. On n'a pas défendu le système. Et quand on n'a pas de système, on ne sait pas comment fonctionner. Donc là, il y a quelque chose quand même de très grave. La deuxième chose, c'est que Orban, la deuxième, vraiment, Orban a joué magnifiquement. D'abord, pourquoi est-il le centre des débats ? C'est quand même tout à fait anormal. Les débats, en principe, il y a des grands pays, et il y a des pays qui sont d'accord. Il y avait la Pologne, c'est Tusk a d'ailleurs pris des positions assez courageuses. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie. Tout était concentré sur Orban, alors que le problème, c'était l'Ukraine, c'était pas Orban. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors là, c'est là où Orban est fort et que nous sommes nuls. On a dit, les 10 milliards, ça a servi à quoi ? Ça a servi à ouvrir la négociation d'adhésion. Alors là, je rigole. Le principe de l'ouverture de l'Ukraine à l'adhésion, il a été fixé il y a quelques mois. Là, on sait très bien que ça ne débouche sur aucune perspective à court terme. Nicole a très bien expliqué toutes les contradictions dans lesquelles nous étions, et nous n'avons aucun schéma. Nous avons les États balkaniques qui sont dehors et qui attendent depuis une quinzaine d'années. On leur dit rien. On dit on va faire la Moldavie et l'Ukraine, et on ne dit rien de rien. On sait très bien que l'élargissement, pour être réussi, doit reposer. Moi, j'ai fait des propositions au sein de l'Assemblée nationale qui ont intéressé le gouvernement. J'espère qu'elles intéresseront aussi le président de la République. Mais on est dans l'obligation
de repenser complètement le processus d'élargissement. Là, rien. On va faire comme d'habitude, conférence intergouvernementale, etc. Tout ça, on ne sait pas où on va, et ça ne débouche sur rien. Alors que le problème était le problème de l'aide à l'Ukraine, de l'aide effectivement économique, de l'aide militaire. Et là, on voit bien qu'Orban, et quand même, c'est foutu de nous. Il a dit oui, je fais une concession sur ce qui n'a aucune importance aux yeux de M. Poutine, c'est-à-dire la décision d'engager un processus d'adhésion qui aboutira dans 10 ans. En revanche, sur ce qui compte pour Poutine, là, je bloque. Et donc, je bloque sur l'essentiel. Alors là, il y a quelque chose que nous consentions à ça, que nous n'envisagions pas de faire des choses hors traité. Et la troisième chose, très rapidement, que je voudrais dire en conclusion, je pense au titre du livre de notre ami Gérard Haraud sur les années 30, nous étions seuls. Là, ce que les Français et les Européens ne parviennent pas à admettre, dans toutes ses conséquences, et Lionel a dit des choses très justes sur les chiffres qui ne sont pas énormes, ce qu'on demande, mais la chose essentielle, c'est que avec la perspective d'une réélection de Trump, nous serons seuls. Nous serons les seuls Européens à défendre notre système de droit, notre système d'État-providence, notre système économique, et que ça demande un effort important. Or, on n'arrive pas, qu'on soit pour ou contre l'Ukraine, on n'arrive pas à le mettre au sommet de l'agenda. C'est ça le sommet de l'agenda, et pas des discussions oiseuses sur des problèmes sociétaux secondaires. Nicole Nisotto. Oui, je vais d'abord marquer mon soutien total à l'éblouissante démonstration de Jean-Louis. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Lionel sur la relative insignifiance des chiffres. C'est vrai que, vu comme ça, 50 milliards pour l'Ukraine, et puis il y a 20 milliards qui sont budgétés aussi en principe pour les Balkans, pour pas qu'ils se sentent trop abandonnés. Ça apparaît pas grand-chose, plus 20 milliards d'aides. Mais enfin, il n'y a pas que ça. C'est ça le problème dans le budget de l'Union européenne. Il y a tous les États membres ont en tête ce chiffre de la Banque mondiale sur la reconstruction de l'Ukraine au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire si elle n'est pas encore plus détruite dans les mois à venir. Au jour d'aujourd'hui, il serait à peu près de 1 000 milliards d'euros, ce qui est exactement l'équivalent du budget de l'Union pour 7 ans. Il y a aussi le fait que les Européens ne veulent pas renoncer à 2 transitions qui sont très chères à financer, la transition numérique et la transition écologique, et que ça aussi, il faudra le budgéter. Et donc, je pense qu'il y a dans la tête de tous les chefs d'État, non pas les 50 milliards qui sont effectivement pas grand-chose, mais cette idée qu'on ne pourra pas avancer sur nos 3 priorités, Ukraine, numérique, environnementale, sans augmenter considérablement le budget de l'Union européenne et donc considérablement la part que les États donneraient au budget européen. Et ça, pour des raisons de pure politique intérieure, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils font du court-termisme, comme dit Jean-Louis. Moi, ça m'avait frappé dans le référendum sur la Constitution européenne qu'on ait voulu rendre constitutionnel le pourcentage qui ne pouvait pas être dépassé et qui devait être, par rapport au PIB, le budget de l'Union européenne. Ça m'avait paru complètement déraisonnable. Enfin, et heureusement, au fond, ça avait été rejeté par les Français, les Néerlandais, les Irlandais. C'était pas dans la Constitution, c'était pas dans le texte. Ah si, il y avait un engagement constitutionnel parce qu'on consolidait toute une série de traités pour qu'on ne puisse pas dépasser le plafond extrêmement bas, alors qu'à l'évidence, il y a toute une série de chocs, de crises, etc., qu'il fallait assumer. Donc, il n'y a pas d'insignifiance des chiffres, c'est des chiffres significatifs, mais ce ne sont pas que des dépenses, ça va être des investissements, la reconstruction. Bon, le chiffre était... Moi, j'ai plutôt lu 400 milliards que 1000, mais peut-être que c'est 1000. Pour un pays qui a un PIB de 200 milliards de dollars et probablement une richesse patrimoniale qui souvent représente 2-3 fois le PIB, 600 milliards, penser qu'il va falloir en dépenser 1000 pour reconstruire, ça me paraît hyperbolique et peu vraisemblable, franchement. Mais enfin, cela étant, ça va coûter très cher, mais ça va être de l'investissement. Ça va faire... et ça, l'Europe sait bien le faire. Regardez comment elle a hissé des pays qui étaient parmi les derniers
en Europe. Regardez l'Irlande, qui était dans les 3 derniers de la richesse par tête et qui est maintenant un peu au-dessus du Luxembourg et de la République fédérale allemande. Non, s'il y a quelque chose... Regardez la Pologne. La Pologne, c'est vraiment un succès incroyable de croissance, de dynamisme, de capacité de se projeter à l'extérieur en termes d'exportation. Et c'est vraiment les fonds structurels. Donc si vraiment quelque chose est réussi, autant les aides publiques au développement sont relativement peu efficaces, autant les aides structurelles de l'Union européenne ont véritablement changé complètement la donne socialement et industriellement. Donc il y aura des effets multiplicateurs de revenus et des effets, au fond, de remboursement, de payback, comme diraient les financiers, liés à ces vrais investissements. Ce n'est pas que de la dépense. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout insignifiant, mais ça a beaucoup de sens et c'est tout à fait à la portée. Mais moi, je trouve qu'il y a des élections européennes le 9 juin. Et les sujets qui émeuvent à ce point Jean-Louis, qui sont toutes ces contradictions, ces paradoxes, ces échecs, ça peut aussi être le thème pour donner du sens à cette élection, et que ce ne soit pas juste une espèce de Macron dégage, au fond, un vote sur autre chose que sur l'Europe. Moi, je crois que c'est ça qui est important dans les mois qui viennent. Ce sont des vraies questions de souveraineté, des vraies questions d'institutions à réformer, des vraies questions sur les opinions publiques. Mais quand même, vous dites, c'est pas sûr, Akram, que les gens veuillent vraiment un élargissement, les vrais gens, l'opinion publique. Regardez quand même, c'est un mouvement migratoire exceptionnel qui a été quand même très, très, très bien absorbé, que les départs d'Ukraine, pour des millions de personnes, et l'accueil qui a été fait, qui est en contraste absolu avec tous les phénomènes migratoires observés récemment, quand il s'agissait de populations qui n'étaient pas européennes. Donc, il y a eu une solidarité des communes, des associations. Moi, je pense qu'il y a quand même un soutien fondamental de l'opinion publique qui est manifesté concrètement par cela. Jean-Luc Bourlanges. Oui, je voudrais dire un mot sur la situation qui, à mon avis, aurait été la seule chose dont vraiment les Européens auraient dû parler, c'est-à-dire la situation stratégique de l'Ukraine aujourd'hui. Je crois que je voudrais aller sur le chemin tracé par Nicole et par Akram. Je crois que Nicole a tout à fait raison de dire que la priorité des priorités, c'est de fournir les munitions qui ont été promises. On voit bien que ce sont là les besoins des Ukrainiens. Sur la posture stratégique, on voit bien à quel point, je crois qu'il faut en être conscient, les Ukrainiens souffrent. Je ne sais pas ce que c'est que d'être un jeune Ukrainien élevé par sa famille, d'arriver à 16, 17, 18 ans, de partir au front, d'avoir un risque sérieux d'y passer ou de revenir blessé, de ne pas pouvoir faire d'études, de vivre dans un monde dévasté avec des invasions, des jets de drones permanents, etc. C'est un véritable martyre que vivent les Ukrainiens. Et je dois dire que les débats complètement sophistiqués du Conseil européen ont quelque chose de presque d'obscène par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que là où vous avez raison, c'est que l'offensive n'est sans doute pas possible, en tout cas à court et même à moyen terme, pour les Ukrainiens. Mais là, on reste toujours, je crois que c'est une observation très pérenne de Clausewitz, à savoir que la défense est beaucoup moins coûteuse que l'attaque. Et donc, aujourd'hui, ça aurait été ça, la réflexion qu'aurait dû avoir le Conseil européen. On aide l'Ukraine à quoi? Et pour l'instant, il s'agit d'aider l'Ukraine à tenir le coup, il s'agit d'aider l'Ukraine à résister à des offensives. On voit bien avec les moyens militaires dont nous disposons les uns et les autres, les attaquants sont brisés beaucoup plus facilement et beaucoup plus systématiquement que les défenseurs. Cette réflexion-là, si on était un continent réaliste, si on avait un sens aigu des responsabilités, on aurait dû parler de ça et de rien d'autre. Akram Belkaïd. Oui, sur la question de l'élargissement et de la perception des uns et des autres, je reviens encore à 2004. On parle beaucoup, effectivement, et on parle peut-être un peu trop de M. Orban, mais c'est tout de même, c'est tout de même une conséquence de 2004. C'est-à-dire que nous avons eu de nouveaux entrants au niveau de l'Union européenne, et je pense qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure de l'effet sur la recomposition des
force interne, ne serait-ce que par rapport à cette fameuse règle de l'unanimité, qui est pour moi un facteur de blocage majeur. Et donc, qui dit élargissement prochain, ça veut dire fatalement, de nouveau, ce type de questions par rapport à des pays qui, je regrette de le dire ainsi, mais qui tout de même posent de vrais problèmes en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption, de protection des magistrats, etc. Donc c'est une vraie question. Alors Je effectivement, vais vous passer mon rapport à Kram, vous verrez qu'on est Merci. d'accord sur ce point. et voilà, pour moi c'est une vraie préoccupation par rapport à ça. Non pas qu'il faille fermer la porte, bien entendu, mais je pense que ce sont des décisions qui méritent d'être mieux pesées. Jean-Louis Bourlange? Oui, sur le référendum, on a, il faut dire que si on soumet un élargissement à un référendum, c'est pas compliqué, il n'y a plus d'élargissement. Voilà. Le référendum, c'est l'addition de toutes les positions négatives. On n'a pas besoin d'être cohérent pour voter contre. C'est une transition habile avec notre second sujet sur le vote de lundi dernier. Si nous arrivons à aborder le second sujet, ce qui devient de plus en plus douteux, et en même temps, je le regretterai d'autant moins que, en réalité, ce second sujet, c'est-à-dire celui de la motion de rejet de la loi sur l'immigration, doit être suivi des effets d'une commission mixte paritaire seulement demain et après-demain. Par conséquent, il n'y a pas nécessairement lieu de prendre le deuil. Nicole Niesotto. Oui, je crois que c'est très important de se rendre compte que ce Conseil européen ne remplit pas sa mission. Dans le traité, le Conseil européen, il est là pour, à l'unanimité, là on peut discuter, Au consensus, en principe. oui, C'est pour légèrement donner les différent. grandes orientations stratégiques de l'Union européenne. C'est sa fonction Bien première. sûr. Or, il ne le fait jamais, ni sur l'Ukraine, ni sur l'élargissement, ni sur Israël-Palestine, encore moins, mon Dieu, quelle horreur. Et donc, il y a quand même ça va au-delà de la remise en cause de l'état de droit. Il y a un dysfonctionnement de ce Conseil européen qui se conduit comme une réunion des ministres des Affaires étrangères. Ça, c'est mon premier point. Et je ne sais pas ce que donnera la nomination des prochains responsables de la Commission, du président du Conseil, mais moi, je souhaiterais vraiment qu'on nomme à la tête de l'Union européenne des gens qui ont le sens du désordre stratégique dans lequel l'Union européenne est aujourd'hui. La deuxième Ce chose... serait peut-être l'occasion, Nicole, de rappeler dans quelles conditions seront nommés ces nouveaux responsables. Qui nomme et comment? Alors, C'est très démocratique, en tout cas. oui, enfin, en principe, le président ou la présidente de la Commission européenne sera choisi, les mots sont difficiles, sera nommé par le Parlement européen, mais proposé par le Conseil européen. Et désigné. Et devrait être sorti du parti qui a obtenu, sinon la majorité, en tout cas le plus de voix. C'est pas dans les traités. Non, mais c'est l'usage. Non, c'est pas- C'est l'usage. C'est l'usage, je sais pas Ce qui l'usage. veut dire que c'est encore une fois, si le PPE arrive en tête, ce sera quelqu'un du PPE. Ah oui. Moi, j'ai toujours Et regretté... Si l'extrême droite arrive en tête, ce sera quelqu'un de l'extrême droite. Non, alors attendez, je voulais terminer, Oui. Jean-Louis. J'ai Oui, bien toujours sûr. regretté cet état de fait. Je l'ai toujours critiqué. Moi, je pense que le Conseil européen doit avoir une responsabilité beaucoup plus grande que celle qu'on lui a donnée depuis 2 élections sur la nomination du président ou de la présidente de la Commission, parce qu'encore une fois, c'est pas une élection politicienne, c'est pas le parti qui arrive en tête qui est le premier. Il faut qu'il y ait une vision stratégique derrière pour élire la présidente de la Commission. Et d'ailleurs, dans le monde tel qu'il est, moi, je serais plutôt d'accord pour fusionner d'une certaine façon de ce que j'appelle un conseil stratégique de l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances, oui, et les ministres des Affaires étrangères. Parce qu'aujourd'hui, l'Union marche sur la tête avec d'un côté des ministres de l'économie et des finances qui décident des choses, de l'autre des ministres des Affaires étrangères qui décident d'autres choses, alors que l'impact du monde extérieur sur le marché unique est de plus en plus majeur. Mais mon deuxième point, c'était, on voit aujourd'hui en Europe, il y a 3 options possibles, et malheureusement, c'est pas la meilleure qui l'emporte. Il y a une option transatlantique, dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est de dire, on fait
front commun avec les Américains. Quand ils ont des difficultés, on prend le relais et inversement, quand nous, on est nuls, on peut espérer qu'ils prennent le relais. Et donc, dans cette période de transition avant l'élection, et a fortiori si Trump gagne les élections, l'Europe doit faire un peu plus d'efforts à l'égard de l'Ukraine. Cette option-là, elle n'existe pas. En tout cas, moi, je ne la vois pas. De même en matière de défense, plus les Américains s'investissent en Europe, plus on paye pour la défense européenne, moins les Américains s'investiront en Europe, moins on paiera pour la défense. La deuxième option serait une option européenne, celle qui est la conséquence de la première, qui serait de dire, effectivement, les Européens ont la responsabilité de l'Ukraine. Point. Peut-être que l'Amérique a la responsabilité du monde, mais nous avons la responsabilité non seulement de l'Ukraine, mais de la relation avec la Russie qui n'est pas au Burkina Faso, qui sera toujours là, quel que soit le régime politique. Et ça, on ne le voit absolument pas. Mais la troisième option qu'on voit très bien monter, c'est l'option nationale. L'option, je dirais même, nationaliste. Chacun, maintenant, dans l'Union européenne, défend ses intérêts parce que, justement, comme le disait Jean-Louis, il n'y a aucun sens collectif, il n'y a aucune vision collective de l'endroit où on doit aller. Donc, on voit bien l'Allemagne, je l'ai expliqué, est tout à fait solidaire de l'Ukraine, mais préfère le faire à titre national. Les Hongrois ne défendent que leur intérêt, leurs 6% du PIB. Les Polonais défendent leurs routiers et leurs agriculteurs. C'est pour ça que la Pologne est tout à fait contente, à mon avis, du discours de Orban sur l'aberration que représente l'entrée de l'Ukraine dans la politique agricole commune. Et les Pays-Bas viennent de dire, avec l'élection de ce gouvernement d'extrême droite, qu'il faut arrêter toute aide à l'Ukraine. Et donc, on voit à quel point l'option nationale augmente dans l'Union européenne. C'est à se demander si Mme Le Pen n'a déjà pas gagné la vision de l'Europe qu'elle veut imposer. Lionel Zinsou. Mais pourquoi être, au fond, aussi pessimiste dans nos analyses, au point de parler du gouvernement d'extrême droite des Pays-Bas qui n'existe pas, hein, on est bien d'accord. C'est une minorité excessivement trop nombreuse, mais excessivement soutenue. mais en attendant, c'est une petite minorité qui va devoir construire. Bon, il n'y a pas de gouvernement d'extrême droite aux Pays-Bas encore, mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'échanger à l'occasion de l'Ukraine, au fond, des sentiments de déclin, de mauvaise conscience, de désespérance. Et est-ce qu'on ne pourrait pas décaler un peu le regard? Moi, regardant l'Union européenne de l'Afrique, je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas du tout de compréhension de la puissance européenne. Alors, on se moque beaucoup de la France voulant faire, dans une longue tradition diplomatique, mais reprise par le président Macron, une Europe puissance. En Afrique, les Européens croient qu'un fantôme, c'est-à-dire la Russie, qui est au fond le fantôme de l'URSS, qui était vraiment influente, gagne du terrain tous les jours. C'est l'Union européenne qui est le premier investisseur, le premier importateur, le premier exportateur, le premier bailleur d'aide publique au développement, le premier pays en termes de dons et non pas de dettes, etc. Mais ce n'est jamais décrit comme cela. Personne ne dit l'Europe est une puissance effectivement qui est sur le terrain efficace, avec très spécifique en fait, en termes de soutien à ces économies africaines qui sont importantes pour l'avenir de l'Europe elle-même, parce qu'il y a énormément de sujets, d'énergie, de matières premières rares, où il y a des synergies possibles entre les deux. Mais c'est quelque chose de réel. Ça n'est jamais décrit comme ça, et on vous parlera d'une compétition absolument marginale entre l'Espagne, la France et l'Allemagne sur telle ou telle exportation vers tel ou tel pays. Non, l'Europe est une vraie puissance. Elle ne se décrit jamais comme cela. Et moi, je trouve ça très, très troublant. L'Europe ne fait pas dans le monde le plaidoyer de la défense de l'Ukraine. On dit le Sud global est indifférent à l'affaire ukrainienne et s'abstient dans les résolutions des Nations Unies. Bon, d'abord, l'abstention est très minoritaire, mais enfin, c'est comme ça qu'on décrit. Mais est-ce que l'Europe explique l'enjeu fondamental de l'Ukraine pour la sécurité, les valeurs, la démocratie? Est-ce qu'elle est porte-parole? Est-ce que c'est... Et au lieu qu'en France, on mette ça à l'agenda des élections européennes imminentes,
au lieu qu'on reparte des grandes théories, des doctrines diplomatiques françaises depuis Général de Gaulle, au lieu qu'on recite le discours de la Sorbonne et du président Macron, mais qu'il s'agisse de la défense européenne, qu'il s'agisse des modalités partagées avec la gauche italienne, etc., d'un mode d'élargissement un petit peu plus souple que rentrer directement dans l'Union européenne, qui a été développée par la France, et les idées d'Enrico Letta, etc. Bon, tout ça, c'est des traditions assez fortes, enracinées chez le général de Gaulle ou chez François Mitterrand. Une Europe puissance, souveraine, avec une indépendance en matière militaire dont on voit qu'elle va être très très vite nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas de ça et pourquoi on est dans une posture de désespérance du déclin? Nicole Disotto. Mais cher Lionel, parce que à part nous, personne n'en veut. Et quand même, la solitude française, c'est pas nous étions seuls, seulement l'Europe. C'est nous étions seuls, la France, nous sommes seuls. Et encore, je trouve que non seulement nous sommes seuls, mais nous sommes de moins en moins convaincus nous-mêmes de notre revendication d'Europe puissance. Et là, j'ai quand même beaucoup de tristesse de voir cette évolution de la politique française. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, si on a une vision de la puissance comme une puissance économique, vous avez raison. L'Europe est première puissance commerciale, économique, deuxième puissance monétaire, etc. Mais cette puissance économique, premièrement, elle devient de plus en plus relative parce que les autres augmentent. Et deuxièmement, elle sert à quoi ? Elle sert à quoi la puissance économique de l'Europe aujourd'hui pour régler les problèmes qui vont se poser, qui se posent déjà dans le monde, qu'il s'agisse des problèmes du Moyen-Orient, de l'Ukraine, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, le critère économique de la puissance est totalement secondaire par rapport aux critères politiques. Et là-dessus, qu'il s'agisse de politique intérieure, de respect de la démocratie ou de politique étrangère, de prise de responsabilité pour gérer les crises, l'Europe est nulle. Oui, moi je voudrais répondre rapidement à la question qu'a posée Philippe. La question institutionnelle, nous allons voter le 9 juin, comment vont sortir les prochains dirigeants européens ? Je voudrais le dire parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus démocratique qu'on ne le dit. Le président ou la présidente de la Commission sera désigné par le Conseil européen, qui est une sorte, si je puis dire, d'Élysée collectif européen, qui désigne, le président désigne le Premier ministre, là, on désigne le président de la Commission. L'Élysée collectif paraît un oxymore assez charmant. Oui, c'est un effort. En tout cas, le président désigné est à ce moment-là soumis à l'approbation ou à la désapprobation du Parlement européen. Alors, le Parlement européen a introduit des choses comme le fait que le candidat devait être issu, mais ça, c'est pas du tout dans le texte, issu du groupe le plus important. En tout cas, il y a un vote sur le président désigné qui, à ce moment-là, devient effectivement le président investi et nomme ses commissaires avec les différents États. Il y a un consentement entre chaque État et le président. Le président, notamment, veille à ce qu'il y ait un équilibre, par exemple, de parité homme-femme. Donc, il y a un équilibre. Et ensuite, quand son équipe est constituée, il affecte des portefeuilles, il dit à chacun ce qu'il fera, et à ce moment-là, et ça c'est quelque chose que j'ai introduit moi quand j'ai fait retoquer le commissaire italien de Berlusconi, le commissaire compétent va devant la commission compétente et est soumis à une audition. Et ce que j'ai introduit, c'est que cette audition se traduise par un vote. On vote pour ou contre. Et maintenant, l'usage est fait, ça a été notamment l'occasion de l'échec de Mme Goulard, l'habitude est prise que si la commission compétente dit non, le candidat est retiré. Et ensuite, il y a un vote collectif sur l'ensemble des choses et ajoutons à cela que le Parlement dispose du droit de censure et que nous n'avons jamais exercé le droit de censure depuis la démission depuis Georges Pompidou en 62, mais que pratiquement le Parlement européen a exercé le droit de censure sur M. Santer. Enfin, il a démissionné juste avant d'être censuré. Mais donc, ne disons pas que les procédures démocratiques sont méconnues et que la Commission n'est responsable de personne devant rien. Bel exemple de fierté
européenne pour laquelle je plaide. Akram Belkaïd. Ouais. Oui, mais alors je rebondis là-dessus aussi, c'est que cette Europe qui pourrait être vue autrement, mais c'est parce que aussi, encore une fois, et je rejoins Nicole, l'approche nationale, pour ne pas dire nationaliste, est le principal obstacle. On veut une Europe puissance, mais on la veut pas non plus. On veut peser sur le cours des événements, mais à la condition que chaque membre puisse faire entendre sa voix. Et dès lors qu'on a des initiatives plus ou moins, je dirais, rationnelles et raisonnables du personnel européen, je pense notamment à ce qui s'est passé autour de Gaza, eh bien les états-majors nationaux renaclent et critiquent. C'est ce qui saute aux yeux. Vous évoquiez l'Afrique, on peut aussi parler du Proche-Orient et notamment de la question palestinienne, où l'Europe a joué un rôle de donateur absolument fondamental, mais c'est absolument pas compris ni perçu comme cela par les populations. Elle ne le dit pas. Elle essaye de le dire, mais La France aussi est comme ça. Trop tard. mais disons, Elle le dit trop tard. elle le dit Il ne trop dit pas. tard Il n'y et a pas parfois un on ne citoyen la laisse pas. français qui pense que l'économie de Gaza et de la Cisjordanie dépend entièrement de l'Union européenne, pas du tout des États-Unis, pas un instant des États du Golfe. Oui. Que ça tient Tout à fait. par l'Union européenne. Personne ne le dit aujourd'hui. Et personne ne le disait hier, ce qui aurait Nous été sommes les encore cochons plus de utile. payants, Nous cochons sommes de payants arrivés muets. à notre séquence des brèves que je n'ouvrirai pas sans avoir rappelé qu'il reste 15 jours pour contribuer à notre financement et être défiscalisé pour les revenus de 2022 et que mercredi, nous avons rendez-vous avec Laurent de Wild. Et quant à la brève, j'avais hésité, je voulais faire une brève que j'aurais appelée Les Disparus, sur les sujets qui ont considérablement ému l'opinion et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Par exemple, qui a terrassé les punaises de lit ? Ah bah si, c'est le Hamas. C'est le Hamas. Oui, moi, je suis d'accord. Ou encore, qu'est-ce qu'il arrive aux nappes phréatiques ? Parce qu'il y a 4 mois, elles étaient désespérément vides et elles étaient destinées à le rester. Mais peut-être elles ne sont pas pleines, je n'en sais rien. Mais comme il nous pleut sur la tête... Ah, les depuis écologistes à peu près- disent que c'est pas parce qu'il pleut que les nappes phréatiques sont pleines. Nous sommes tout à fait d'accord que les écologistes sont le contraire de gribouille et qu'ils pensent que l'eau ne mouille pas. Mais j'ai renoncé à cette brève et je préfère évoquer le souvenir de Georges Bernard Shaw qui, lorsqu'il découvrait une nouvelle salle de concert, commençait sa critique en décrivant cette salle. Est-ce qu'on était bien assis ? Est-ce qu'on avait de la place suffisamment pour les jambes ? À quoi ressemblait le public ? Comment se conduisait-il ? Était-il connaisseur ou suiviste, venu pour montrer ses toilettes et son statut social, ou amateur de musique ? Et si amateur de musique, conservateur ou ouvert ? Et donc je commencerai cette brève sur le nouveau musée de la Marine que j'ai visité à Paris et qui se déploie aussi à Brest, à Rochefort, à Toulon et à Port-Louis. Je commencerai ma brève sur ce musée de la Marine par dire qu'il est devenu méconnaissable et si spacieux que les merveilleuses maquettes qui en ont toujours été la principale attraction peuvent être vues et détaillées dans un remarquable confort. De son public, je dirais que le jour de ma visite, il était composé de Parisiens, guère moins jeunes que moi, mais depuis aussi longtemps, et qu'il se divisait en connaisseurs et en arpenteurs. Les connaisseurs font parler les objets et les arpenteurs les passent en revue. Et il y a de quoi voir. Rien n'est oublié, ni les grands tableaux des ports, ni les expéditions scientifiques, ni la pêche, ni le sauvetage, ni la plaisance, ni les porte-conteneurs, ni les paquebots, ni la traite négrière, ni l'archéologie sous-marine, ni la chasse à la baleine, ni les tempêtes, ni les instruments de navigation, ni la vie à bord, ni les fonctions de représentation si décoratives de cette arme qui s'est longtemps fait appeler la royale. Afin de ne pas être compté parmi les arpenteurs, j'ajouterai une remarque à ce qui concerne les scaphandres, dont on voit au musée de remarquables exemplaires. Le détendeur, qui permet à un plongeur de respirer l'air contenu dans sa bouteille de plongée à la pression à laquelle il évolue, n'a pas été conçu pour aller sous l'eau, mais sous terre. Son concepteur, le lieutenant de vaisseau Auguste Denérouze, réformé et rentré dans son Aveyron natal après être devenu poitrinaire au Tonkin, l'a réalisé à la demande d'un ingénieur des mines de Decazeville, Benoît Rouquayrol, afin de faciliter le sauvetage des mineurs pris dans un coup de grisou et risquant de périr d'asphyxie. Jules Verne lui rend hommage dans son 20 000 lieues sous les mers. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Lionel Zinsou. Moi, je recommanderais d'aller à l'Institut du monde arabe, me paraît d'actualité, pour voir l'exposition, ce que la Palestine a apporté au monde.
apporte au monde. Pour voir au fond la richesse de la création artistique. Je trouve que, d'ailleurs, tout ce qui relève de l'art a de plus en plus d'importance géopolitique. Mais pour découvrir la Palestine, la nation palestinienne, le peuple palestinien, passer par l'art, c'est essentiel. Regardez, dans la diplomatie française sur l'Afrique dans les dernières années, ce qui a été le mieux réussi, c'est sûrement la culture, c'est sûrement la restitution des objets d'art pillés par la colonisation, c'est sûrement le fait que les alliances françaises soient archi-combles dans tout le continent. C'est peut-être beaucoup plus important que de savoir si on a exfiltré 1000 soldats d'ici ou de là. Enfin, et donc, il y a quelque chose de très important dans l'intangible. Et l'Institut du monde arabe est un instrument fantastique, en réalité, de cette espèce de projection culturelle de l'Europe vers le monde et d'importer de la connaissance et du respect, et de la considération et de l'admiration. Savoir que la société palestinienne, c'est au fond un peuple multimillionnaire au sens du nombre, de diaspora, à des niveaux de compétences très élevés, encadrant des pays entiers dans la zone du Moyen-Orient. C'est une société relativement laïque, alors qu'on ne voit que le Hamas, où les chrétiens jouent un rôle très important. Et tout ça se dit par l'art. Et c'est une exposition, il reste encore un peu moins d'un mois, où il va y avoir plus de 100 000 visiteurs, très jeunes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est enfin ce dialogue sur l'essentiel qui est intangible entre l'Europe et en l'occurrence la Palestine dont on a tellement besoin. Nicole Nisotto. Moi, je voudrais rendre hommage au prix Nobel de la paix 2023, qui est une femme, Narges Mohammadi, qui est une journaliste iranienne, emprisonnée 13 fois dans sa carrière, qui est en prison là depuis 2016 pour encore 8 ans, qui est une femme d'un courage exceptionnel. Le prix Nobel de la paix d'ailleurs dépasse sa personne pour aller à l'ensemble du mouvement iranien des femmes, vie, liberté. Mais donc Narges Mohammadi a réussi à faire sortir de sa prison son discours de réception du prix Nobel de la paix, donc elle n'a pas pu lire, mais ses enfants sont allés le lire à sa place. Et vous le trouvez sur le site des Nobel, c'est une lecture qui est extrêmement vivifiante sur l'esprit de liberté qui court quand même dans ces pays et dans cette zone. Le Grand Continent avait d'ailleurs publié déjà au mois d'août de cette année une lettre qu'elle avait réussi à faire aussi sortir de sa prison. Avec votre permission, je vous lis juste un tout petit extrait. J'écris ce message derrière les hauts murs froids d'une prison. Je suis une femme du Moyen-Orient, issue d'une région qui, bien qu'héritière d'une riche civilisation, est actuellement prise au piège de la guerre et la proie des flammes du terrorisme et de l'extrémisme. Je suis une femme iranienne qui est fière et honorée de contribuer à cette civilisation, elle qui est aujourd'hui victime de l'oppression d'un régime religieux tyrannique et misogyne. Je suis une femme emprisonnée qui, confrontée aux souffrances profondes et déchirantes dues au manque de liberté, d'égalité et de démocratie, a réalisé la nécessité de son existence et a trouvé la foi. Prix Nobel de la paix 2023. Magnifique. Akram Belkaïd. Oui, je voudrais recommander un essai assez saisissant d'une auteure, Véronica Estestange, qui est d'origine chilienne, qui est chilienne, et qui a la particularité d'être la fille d'un couple d'exilés politiques pendant la dictature, mais d'être en même temps la nièce d'un des plus célèbres, si j'ose dire, tortionnaires du régime de Pinochet. Et donc, comment est-ce qu'on se construit avec ça? Comment on agit sur le réel? Comment on assume le poids du passé? Donc, elle développe un peu le concept de post-mémoire, de comment agir concrètement pour réparer ce qui a été fait par des gens qui vous sont proches. Elle est très proche du collectif Histoire désobéissante, qui lui a été créé en Argentine par des gens dont les parents ont été des soutiens actifs de la dictature de Videla,
des généraux. Et donc, on a toute cette réflexion sur, ma foi, la transmission de mémoire et sur la manière de parler et d'agir vis-à-vis d'événements qu'on n'a pas soi-même vécus, mais qui, d'une certaine façon, vous ont influé sur votre propre vie. Et c'est c'est chez Kalman Levy, et ça s'appelle Survivre à la survie. Merci. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, comme nous n'avons pas abordé le sujet, je vais quand même vous faire part de mon profond désarroi personnel. Le désarroi d'un parlementaire qui a découvert qu'il appartenait à un parlement qui avait décidé d'être le fer de lance de l'anti-parlementarisme. Ce qui est quand même singulier. Un parlement, c'est fait pour délibérer, c'est fait pour amender, c'est fait pour voter. L'Assemblée nationale a dit « Ha ha, nous ne délibérons pas, nous n'amenderons pas, nous ne voterons pas ». Mais, et comme pour faire bonne mesure, l'Assemblée nationale estime qu'elle est la seule, et elle a raison, élue au suffrage universel direct, et qu'elle a, de par la Constitution, le dernier mot par rapport au Sénat, maintenant, nous allons nous effacer et nous allons uniquement laisser le Sénat faire la loi à notre place. Alors, je tiens à vous dire, moi, je croyais que le masochisme avait des limites. Elles ont été indiscutablement franchies lundi dernier. Merci, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, qui vous permettra de trouver les références de tous les livres ou tout ce que nous avons recommandé, Olivier Magloire qui veille lui à tout ce qui touche à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria a enregistré cette conversation, Nouvelles Écoutes et Julien Neuville la produisent. À mercredi pour le dialogue avec notre pianiste Laurent de Wild, et à dimanche prochain pour cette émission thématique autour de la situation des Juifs en France pendant la dernière guerre avec Jacques Semelin. Merci.